Bonjour, je suis Julie Guertin et je vous souhaite la bienvenue sur Découvre, Ose et Deviens, le podcast qui éveille votre curiosité et part à la rencontre de métiers passionnants et inspirants. Il existe plus de 11 000 métiers, alors si on partait à leur rencontre? Cette semaine, je rencontre Michel, conteur professionnel. Michel va nous embarquer dans son monde dans lequel l'imaginaire est roi et la liberté est reine. Tout à la fois saltimbanque, troubadour, conteur, écrivain, il trimballe sa besace au gré des rencontres et sème des petites graines partout où il passe, autant qu'il la remplit de souvenirs et l'énergie de ses auditeurs. Son métier ? Raconter des histoires à tous ceux qui acceptent de rêver, de vagabonder, d'apprendre et tous ceux qui sont prêts à s'interroger. Avec pour objectif d'ouvrir des portes, de cultiver notre imaginaire intérieur pour nous libérer de notre vie quotidienne et du trop concret. Le conte est une ouverture sur le monde et sur nous-mêmes. Alors plongeons ensemble dans le récit d'une vie, celle de Michel. Michel, je te remercie 1000 fois de nous avoir ouvert les coulisses de ton métier et j'en profite aussi pour remercier Manon, ta petite fille, ma nièce de cœur, d'avoir permis qu'on se rencontre. Je vous souhaite à tous une très belle écoute. Si l'épisode vous plaît, n'hésitez pas à nous le faire savoir, alors un petit 5 étoiles plein les yeux, le partager aussi à votre entourage. Allez, c'est parti. Bonjour Michel. Bonjour Julie. Alors, aujourd'hui, nous allons parler de ton métier de conteur professionnel. Pour te présenter en quelques mots, je me suis dit que le mieux était de lire une phrase écrite par tes soins sur ton site, que j'ai trouvée super belle. Alors cette phrase, elle dit « Depuis que l'homme existe, il n'a cessé de raconter des histoires pour dompter ses frayeurs, comprendre le monde et ses mystères, grandir à l'exemple des modèles qu'il s'invente. L'enfant aussi a besoin de contes et de légendes pour maîtriser ses peurs, apprendre les phénomènes qui l'entourent, grandir à l'image des héros qu'il s'invente. Voilà pourquoi, depuis 30 ans, je promène ma besace à histoire et mon sac à création sur les chemins de l'imaginaire. » J'ai trouvé ça super beau. Ah ben merci. Et je trouve que ça résume bien, effectivement, tout ce que j'ai pu lire sur ce métier. Donc Michel, merci beaucoup de nous ouvrir les coulisses de ton métier. Et je vais te demander tout de suite, en fait, de rentrer dans le vif du sujet, de nous expliquer justement ce qu'est le métier de conteur et comment on pourrait le définir. Ce qu'est le métier de conteur, c'est extrêmement facile. C'est donc aller raconter des histoires aux oreilles qui veulent bien rentrer dans l'imaginaire, puisqu'on va aller toujours dans l'imaginaire, et aux oreilles petites, moyennes, grandes oreilles, qui veulent bien rêver, qui veulent bien apprendre aussi, qui veulent bien s'émerveiller, et qui sont prêts ensuite à s'interroger, parce qu'on laisse des traces quand on raconte des histoires. Donc voilà, je ne sais pas si j'ai répondu à la question. Bah si, carrément. Bon. Ça me va parfaitement. Mais je me posais une question, en fait, déjà pour commencer. C'est quoi la différence avec acteur ? Ah, ça n'a strictement rien à voir, parce qu'un acteur incarne un personnage, un comédien. Alors moi, je dis comédien, mais bon, acteur, c'est à peu près pareil, sauf que je fais que du théâtre, hein. Donc je fais pas de cinéma. Donc je serais plutôt comédien. C'est mon métier qui était avant d'être conteur, et même en même temps. Et puis, donc, le comédien, il va incarner un personnage. Il n'est pas lui, sauf quand il fait des apartés. Mais autrement, il n'est pas lui. Il est sur une scène, dans un autre lieu et dans un autre temps. C'est pas lui qui raconte une histoire, c'est le scénario qui va raconter une histoire au spectateur. Mais lui, l'acteur, le comédien, il est quelqu'un d'autre. On dit qu'on chausse un personnage avant de rentrer en scène. Et on le déchausse quand on sort. Alors que conteur, en fait, vraiment, ce qui fait toi, enfin ta propre personne, est complètement imbriqué avec ce que tu racontes, c'est ça ? Voilà, exactement. Je suis moi. C'est-à-dire que c'est moi qui raconte, je parle aux gens. Je n'ai pas de texte, surtout pas de texte appris par cœur, alors que le comédien apprend son texte, le texte de son personnage. Moi, j'apprends rien par cœur, j'ai une histoire, j'ai une structure d'histoire dans ma tête, enfin de plusieurs histoires, et lorsque je suis devant les gens, je leur raconte, mais je ne sais pas comment je vais raconter l'histoire, parce que ça va dépendre des gens que je vois. Je n'ai pas de projecteur sur moi qui m'éblouit comme un comédien sur scène. On dit qu'il a le 4e mur, il voit pas au-delà des projecteurs, enfin, sauf le premier rang, quoi. Alors que moi, je demande à voir les gens, parce que je leur parle, vraiment.
Et il m'arrive même de changer ma façon de raconter, même de raconter des histoires que je n'ai pas prévues, parce que je vois les gens et je me dis, bon, cette histoire-là, ça va pas fonctionner, je vais en prendre une autre, quoi. Donc voilà, Tu t'adaptes effectivement aux personnes qui sont en face de toi. Alors j'ai lu aussi que le conteur, on dit souvent que le conteur, c'est la personne qui raconte des histoires issues de la tradition orale. Est-ce que ça, c'est aussi ton cas et est-ce que tu considères que c'est vrai cette définition par rapport à la façon dont tu exerces ce métier? Alors oui et non. Lié à la tradition orale, oui, le mot tradition est très important, mais moi personnellement, je ne raconte plus que de très très rares histoires qui viennent du pot commun. C'est-à-dire des histoires connues qu'on va trouver dans les livres, qu'on va trouver de bouche à oreille et tout ça. Moi maintenant, je raconte les histoires que j'ai envie de raconter en fonction, encore une fois, des gens, mais en fonction moi aussi de mon humeur, de ce que j'ai envie de dire. Par contre, Ok. ça part toujours d'un fond imaginaire. Si je raconte les histoires de la Loire existe et tout ce que je vais dire sur la Loire, c'est vrai. Sauf que je vais y mettre des personnages qui sont évidemment imaginaires. Si, voilà, des fées, des je sais pas quoi. Donc, J'ai regardé une vidéo où effectivement je voyais une personne, une québécoise, oui, qui est conteuse et qui racontait effectivement que elle se laissait inspirer par ce qu'elle voyait dans la vie et elle écrivait une trame et ensuite elle se laissait complètement imprégner de son imaginaire pour que son imaginaire aille à la rencontre en fait de cette histoire et nourrisse. Donc, elle disait en fait moi je dois être traversée par l'histoire pour complètement m'en imprégner. J'imagine que c'est un peu du coup aussi ça, toi, que tu fais. c'est complètement ça, hein, c'est complètement ça, et ça me fait plaisir d'entendre ça, parce qu'il y a plusieurs conteurs qui, eux, euh, disent ne jamais rien inventer, ils prennent des histoires qui existent de tous les pays, et ils racontent l'histoire. Mais eux n'inventent rien. Alors que moi, non, je m'imprègne effectivement comme cette conteuse. Je m'imprègne de mon imaginaire, je m'imprègne de ce que je vois. Alors un exemple très... Je suis randonneur, j'aime la nature. Quand je pars randonner, il est bien rare que je ne revienne pas d'une rando avec une histoire. Oui, Voilà, parce que les arbres, les oiseaux, le temps, ce qui me traverse l'esprit, ce que j'ai emmené avec moi de l'actualité, bon, et je reviens, et c'est bien rare si j'ai pas une histoire. Donc, ok, ok. elle va pas forcément rejoindre mes autres histoires, mais il y en a, oui, il y en a qui restent. Oui. Bon, alors il y a une autre définition que j'ai lue que tu vas apprécier à mon avis, qui disait on appelle conteur ou conteuse celui ou celle qui raconte oralement une histoire sans support autre que ses connaissances, son imaginaire et ses talents d'improvisation. L'art du conteur se différencie donc à la fois de celui de l'écriture, de la lecture à voix haute et de la simple récitation. Et j'aime bien, je voulais justement qu'on en parle de ces phrases-là parce que donc on voit bien en fait, on distingue un petit peu les différences entre la notion d'écriture, de lecture, de récitation. Et c'est vrai qu'on ne sait pas trop, nous qui ne connaissons pas bien ce métier, positionner le conteur par rapport à tout ça. Et notamment la récitation. Je crois que toi, tu écris aussi sur un des sites, c'est l'art de réciter sans réciter. Oui, oui, surtout pas réciter, parce que la récitation, c'est autre chose. Moi, je n'aime pas du tout la récitation, par exemple, hein. Donc, jamais je ne récite. Effectivement, il y a une différence avec la littérature, l'écriture, dans la mesure où c'est pas les mêmes structures, la structure orale et la structure littéraire. Une petite anecdote, la première fois, alors j'avais un conte que je possédais parfaitement. Un jour, je l'ai écrit dans le but de l'éditer. Bon, ça s'est pas fait, mais quand je l'ai écrit, j'ai travaillé sur l'écriture. J'ai été un long moment sans pouvoir raconter à nouveau l'histoire parce que j'étais pris par la structure littéraire. Et la structure littéraire ne peut pas être une oralité. C'est très désagréable à l'oreille d'entendre quelqu'un qui va réciter quelque part, voilà, une structure littéraire. Par contre, la lecture à haute voix, c'est une technique encore à part. Là, on a le livre sous les yeux. On l'a lu déjà 10 000 fois avant de le lire devant un public, bien sûr. On en est imprégné du texte. Mais, par exemple, au niveau des ponctuations, les ponctuations ne vont pas être les mêmes, les ponctuations de la littérature ne vont pas être les mêmes que les respirations de l'oralité. Je vais mettre des virgules où il n'y en a pas, ou je vais en rajouter.
quand je vais parler à haute voix. Voilà la différence. Et pour quelle raison, par exemple, ou est-ce que c'est très codifié ce que tu viens de nous dire, ou bien c'est finalement la liberté à chacun d'interpréter des textes à sa façon? Non, non, c'est pas du tout codifié, mais je défie n'importe qui de lire un texte à haute voix en gardant toutes les ponctuations. À un moment donné, on va échapper aux ponctuations parce qu'il va y avoir les intonations de la voix. Moi qui écris, de mon côté, je vois bien comment je fais quand j'écris. Je mets des ponctuations et quand je lis mes textes à haute voix, les textes que j'ai écrits, je vais échapper aux ponctuations. Ça va donner ce qu'on appelle des couleurs. Les couleurs vont être différentes. Ok. Voilà. Alors justement, ça m'amène à une autre question. Est-ce que tu peux nous décrire un peu tout le parcours créatif depuis l'idée que tu as eue en te promenant dans la forêt jusqu'à la présentation à un public? Comment tu es inspiré? Donc tu nous disais tout à l'heure que c'était à travers des balades, des rencontres. Est-ce qu'il y a d'autres sources d'inspiration? Oui, des lectures, notamment des lectures. Bon, moi je suis très branché, par exemple, un thème que j'aime bien, c'est le fantastique, pas la science-fiction, le fantastique, style Maupassant, Edgar Poe, etc. Le style, pas le niveau, mais bon, je suis très branché fantastique. Il m'arrive de partir, de voir un arbre avec une forme un petit peu bizarre, et tout d'un coup, je vais me dire, tiens, cet arbre, c'est pas un arbre en fait, c'est un personnage, et hop, je pars dans l'histoire. Je reviens à la maison, il faut tout de suite que je la note, cette histoire, parce que je vais l'oublier. J'ai une histoire à ce propos-là d'ailleurs, le Mangidé. Donc, je la note, cette histoire, si je veux la garder. Et puis après, il va y avoir ce travail de mise en bouche. Et c'est ça qui va faire évoluer l'histoire. C'est-à-dire, je vais me la raconter, l'histoire, tout simplement. Soit dans ma tête, ce qu'on appelle à voix basse, soit à haute voix. Des fois, il m'arrive de parler tout seul. Alors, chez moi, j'ai aucun problème. Dans la rue, c'est un peu plus délicat. Mais je me raconte l'histoire, tout simplement. Et puis, l'histoire évolue. Alors, par exemple, j'ai des histoires qui ont été enregistrées lors de représentations, il y a 10 ans, par exemple. Si je raconte toujours la même histoire aujourd'hui, tout d'un coup, je vois qu'elle est différente. Je m'en suis même pas rendu compte. L'histoire a évolué au fur et à mesure que je l'ai racontée, soit à moi-même, soit à des publics. Ça s'appelle la mise en bouche. Mais la mise en bouche suit mon imaginaire. Mon imaginaire, comme le tien, comme n'importe qui, évolue chaque jour. Notre imaginaire évolue chaque jour. Donc, mon imaginaire aussi évolue et mon histoire va changer, va évoluer dans le sens qu'elle va changer. Je ne dis pas qu'elle va être meilleure, mais elle va changer. Ça s'appelle la mise en bouche. Ok. Et donc, il y a l'imaginaire, effectivement. D'ailleurs, tu dis, je crois aussi sur ton site, nous avons tous de l'imagination, il suffit d'ouvrir les portes. Oui, voilà. L'imagination, on ne peut pas en faire abstraction, ça c'est pas possible. Les gens qui sont très terre à terre, etc., on peut supposer qu'ils n'ont pas d'imagination, mais ils en ont, forcément, tout le monde. Sans imagination, on peut pas vivre. Bon, après, on part dans la maladie mentale. Il y a malheureusement des gens qui ont des problèmes avec ça. Mais normalement, l'imagination, on en a tous. Après, il faut accepter d'ouvrir les portes pour rentrer dans ce que j'appelle, moi, l'imaginaire. C'est-à-dire que l'imaginaire, c'est l'aliment de l'imagination. On alimente son imagination par notre imaginaire. Plus on a d'imaginaire, plus notre imagination va être fertile, va être riche, et plus on va être, je suis désolé d'employer ce mot, plus on va être intelligent. L'intelligence, c'est accepter son imagination via son imaginaire. C'est ça. Et comment on cultive cet imaginaire alors pour toi ? Alors, par la lecture et par l'acceptation de choses qu'on ne comprend pas forcément. Tous les gens qui veulent absolument savoir, alors moi je fais la différence entre comprendre et savoir. Moi dans la vie, savoir, ça ne m'intéresse pas de savoir les choses. Moi ce qui m'intéresse dans la vie, c'est de comprendre les choses. Si j'ai une table en face de moi, elle est en bois, bon, j'ai une table en bois, point final. Là, il n'y a pas d'imaginaire, mais on ferme la porte. Par contre, moi, si je vois une table en bois, je vais dire pareil. J'ai une table en bois. Tiens, cette table, par exemple. Alors là, j'improvise en ce moment, ce que je te dis là. Je vais dire, par exemple, tiens, pourquoi est-ce qu'on mange sur des tables alors qu'il y a des civilisations qui mangent par terre ? Tiens, cette table est en bois.
Qu'est-ce qui a fait que ce bois devienne une table? Comment ça s'est fait? Est-ce que le bois, lui, continue à vivre? Peut-être que le bois, là, il est en train de me regarder, manger, en train d'écrire, en train de... Voilà. Et je pars dans l'imaginaire. Quelqu'un de terre à terre va dire, mais tu nous fais chier avec tes conneries, c'est une table en bois. C'est tout. Bon, moi je veux bien, ça me dérange pas. Voilà. Et tout est pour moi prétexte à une récréation. Pour moi, ce sont des récréations. Je ne me prends pas au sérieux, je ne prends jamais rien au sérieux, sauf des cas, en ce moment, malheureusement, on est devant des cas sérieux. Quelqu'un qui est à l'hôpital et qui a des insuffisances respiratoires à cause d'un virus très connu, bon, c'est sérieux, évidemment. Mais... Et on ne le citera pas parce qu'il a trop d'importance en ce moment. Donc on le boycotte, on ne donnera pas son nom, je suis bien d'accord. Voilà, c'est ça. Autrement, mais qu'est-ce qui est sérieux quand on réfléchit bien dans la vie? On a 80 ans de moyenne de vie, pourquoi se faire chier pendant 80 ans à se prendre au sérieux ou à prendre les choses au sérieux alors que c'est un petit passage de rien du tout, quoi. Moi qui suis très très branché mythologie grecque, civilisation ancienne, je me dis qu'est-ce que c'est 80 ans, quoi, en moyenne. Oui, à l'échelle de l'humanité, c'est pas grand-chose, donc autant en profiter, quoi. Exactement. Et alors du coup, tu disais aussi que tes textes pouvaient évoluer au fil du temps, puisque forcément, tu t'imprègnes finalement d'un nouvel imaginaire aussi, donc forcément ça enrichit les textes, oui. Quelle est la place de l'improvisation justement dans ton métier? Oula, alors sur scène on va dire c'est 50%, parce que quand j'arrive sur scène, enfin en public on va dire, bon je sais ce que je vais raconter, mais je sais pas jamais comment je vais le raconter. C'est là où il y a les 50% d'improvisation, en fonction des gens, des rires, s'il y a rire, des intérêts, etc., etc., quoi. Il y a 50%. Dans ma vie de conteur, l'improvisation est à 80%. C'est pratiquement toujours, quand je répète des contes chez moi, quand je me les mets en voix, par exemple, en bouche, c'est 80% d'improvisation. Je rajoute des trucs, puis je me dis, mais non, là tu vas pas dire ça, c'est pas trop intéressant. Ou au contraire, oh ouais, bonne idée, j'avais pas pensé. Et c'est là que le conte évolue, quoi, l'histoire évolue. Donc, Okay. Très grosse part d'improvisation dans ma vie de conteur. Mais même dans ma vie d'humain, hein, moi j'aime bien les choses toutes faites, c'est pas... Enfin, moi ça m'amuse pas, quoi. Toujours pareil. C'est trop carré, quoi. Et alors l'autre chose aussi, c'est quand on parle d'un conteur, on pense beaucoup à la notion de récit et donc de voix. Alors j'ai plusieurs questions par rapport à ça. D'une part, est-ce qu'il y a des techniques spécifiques pour être conteur en termes au niveau de la voix? Oui, oui, bien sûr, parce que il faut quand même savoir placer sa voix, ne serait-ce que pour faire attention à nos cordes vocales. Et moi, je suis très, très, très mauvais là-dedans parce que les techniques, ça m'embête. Alors, je travaille pas assez. Et il m'arrive d'avoir des problèmes de voix. Aujourd'hui, par exemple, bon, évidemment, c'est la première fois qu'on se parle, enfin, comme ça. Tu peux pas t'en rendre compte, mais j'ai compté hier dans des conditions épouvantables puisque c'est la première fois que je comptais avec un masque dans un collège. Et donc, j'ai énormément forcé et aujourd'hui, j'ai un peu la voix éraillée parce que j'aurais dû m'échauffer plus avant, j'aurais dû peut-être parler moins vite, plus articulé. Il y a l'articulation, la projection, c'est fait pour se faire entendre. L'articulation, c'est fait pour se faire comprendre. Et la respiration, le tempo, etc., c'est fait pour se préserver. Faut faire très, très attention. Quand on compte pendant, on va dire, 1 heure et demie en moyenne, bon, pendant 1 heure et demie, la voix est très, très sollicitée, surtout en fonction de l'endroit où on est. Quand on compte dehors, par exemple, il faut faire très attention parce qu'il faut la pousser, la voix, quand même. Hein. Et tu disais effectivement pendant 1 heure et demie, ça veut dire qu'il y a aussi une notion de rythmique. Je veux dire, il faut à la fois, quand je parle de rythmique, c'est à la fois, j'imagine que tu dois avoir quand même des espèces de chapitres pour savoir où t'en es par rapport au temps qui te reste, où tu veux emmener les gens. Et après, il y a aussi une rythmique des phrases. Comment faire évoluer le son, la tonalité de voix, comment mettre des respirations au bon endroit, la ponctuation
constellation, la rythmique, c'est essentiel Oui. pour tenir le public en haleine, non? Oui, oui, tout à fait. Alors, je vais te révéler les techniques. Les techniques de projection, il y en a trois. Projection forte, où on ne crie jamais, hein. Projection forte, projection intermédiaire, un peu moins fort, et projection intime. On ne chuchote jamais non plus. Il y a toujours un filet de voix. Ça, c'est les trois projections, et il y a les trois débits. Le débit rapide, on va se permettre de parler un peu plus vite. Le débit intermédiaire, c'est un débit, on va dire, normal, entre guillemets, et le débit lent. On va ralentir le débit parce qu'il y a besoin ou de se reposer ou de faire passer des notions qui sont un petit peu plus compliquées à comprendre, etc. Donc on va ralentir le débit. Voilà. Donc on a ces 6 techniques-là à notre disposition qu'on va utiliser pour les oreilles des auditeurs, des spectateurs auditeurs, et qu'on va utiliser pour nous, pour pouvoir se préserver, pour pouvoir tenir. Bon, 1 heure et demie, ça va, hein, ça tient sans problème. Par contre, là où j'en suis, moi je suis pareil très très mauvais dans ce domaine-là, je sais pas trop où j'en suis, hein. Il va falloir qu'à un moment donné, discrètement, je regarde ma montre en me disant, bon, là, je peux encore en raconter une ou deux. Ou des fois, je demande, vous en voulez encore une? Moi, je suis comme Brassens, hein. Si les gens en veulent, je les sors dardard. S'ils n'en veulent pas, je les remets dans la guitare, hein, mes histoires. Ah, voilà, attends, justement, j'ai une question par rapport à ça. Est-ce que l'interactivité est permise justement dans ton métier de conteur? Je veux dire, est-ce que justement tu joues sur des questions auprès du public et puis les gens te répondent, etc. Et comment tu les intègres dans ton conte? Alors, il y a 2 sortes de compteurs, les compteurs à écoute passive et les compteurs à écoute active. Les compteurs à écoute passive, ça a été le premier compteur que j'ai rencontré, mais je te raconterai peut-être l'anecdote tout à l'heure. Le compteur à écoute passive, il fait comprendre aux spectateurs qu'ils n'ont pas intérêt à la ramener. Il compte du début jusqu'à la fin, et puis peut-être qu'à la fin, les spectateurs peuvent intervenir, je ne sais pas, mais enfin voilà, c'est un compteur à écoute passive. Il ne supporte pas les interventions. Et puis il y a les compteurs à écoute active, dont je fais partie. Alors là, moi je dis toujours, si vous avez des trucs à dire, n'hésitez pas, hein. Vous pouvez me couper la parole, vous pouvez parler, essayez de pas embêter les copains à côté, quoi, c'est tout, de pas trop m'interrompre pour les autres, mais pas pour moi. Moi, ça m'intéresse, ça me dérange pas, et même j'inclus dans mon histoire ce que la personne me demande, me dit, etc. De toute façon, moi je compte beaucoup avec les enfants, dans les écoles, les collèges, etc. Et les enfants, bah eux, ils interrompent. Et je leur dis qu'il n'y a pas de problème. Ils peuvent m'interrompre s'ils veulent. Sauf que s'il y en a un qui interrompt trop souvent, parce que pour quelque raison que ce soit, à un moment donné, je vais lui dire, écoute, pour le moment, tu dis rien, tu gardes ta question en tête et tu me la poses tout à l'heure, parce que sinon, ça gêne Ouais, les autres. Mais moi, ça me dérange pas, tu hein. canalises, mais sinon, t'aimes bien le fait d'être cette interactivité parce que du coup, c'est dans l'échange et ça enrichit l'histoire Oui, et finalement. puis si les gens n'interviennent pas, ils n'interviennent pas. Ça me dérange pas non plus d'être dans la passivité du public. C'est-à-dire que je peux raconter 1 heure et demie, 2 heures sans aucune interruption, où les gens, alors là je vais me vanter un peu, où les gens gobent mes paroles. Bon, ça m'est arrivé de faire des soirées. Le plus que j'ai fait, c'est 4 heures, hein. Waouh! Donc voilà. Mais c'était dehors pour des contes sur sur la Voie lactée, enfin sur les étoiles, sur les constellations. Je raconte pourquoi les constellations s'appellent comme ça et ça vient de la mythologie. Alors Donc, justement, ça on va en parler parce que j'ai vu quelques programmes, enfin quelques contes que tu proposes et je voudrais y revenir dessus tout à l'heure. Alors on parle beaucoup de la voix et de la façon de projeter, la rythmique, etc. Tu parles aussi beaucoup du regard. Et il y a des techniques a priori aussi sur le regard. Est-ce que ça aussi tu peux nous en parler un peu et en quoi c'est spécifique au métier de conteur? alors le regard, c'est piégeant ça, le regard. Quand j'anime des stages ou des ateliers de contes, je dis toujours aux apprentis conteurs, conteuses, je leur dis toujours, surtout ne regardez pas les gens dans les yeux. C'est le meilleur moyen d'être déstabilisé. Pour un conteur, il regarde dans les yeux d'une belle fille qui est au premier rang, il risque, et pour une conteuse, c'est pareil. Non, là je rigole, mais on risque d'être déstabilisé parce que souvent les regards des gens ne sont pas ce qu'ils pensent. On interprète le regard, tiens, à lui ça lui plaît pas par exemple, alors que ça lui plaît, mais son regard fait que bon. Alors surtout, faut éviter ça. On regarde donc à la racine des cheveux des gens, voilà. Et les gens ont l'impression qu'on les regarde, voilà, mais on les regarde Génial! pas.
Mais Voilà. ça marche pour tout, quoi. Genre que si tu fais une Ah oui. conférence et que tu parles devant des gens, etc. Alors si par contre, tu as quelqu'un qui veut te déstabiliser dans le public, parce que ça arrive, des gens qui cherchent à déstabiliser la personne, que ce soit un conférencier ou un conteur, hein. Alors à ce moment-là, on regarde fixement une épaule, droite ou gauche. À un moment donné, automatiquement, la personne va le ressentir, va donc regarder son épaule, va voir qu'il n'y a rien. Il va donc à nouveau regarder la personne qui compte, quoi, hein, et le compteur, à ce moment-là, va avoir un sourire en lui disant, tu vois, t'arrêtes de me déstabiliser parce que moi aussi, je sais le faire. Voilà, c'est un Excellent. truc. Voilà, pour pas se faire déstabiliser parce que il y a des gens qui viennent pour faire chier le monde, quoi. Oui, oui, pour se faire remarquer, quoi. Alors, Donc voilà, ça c'est un truc. génial. Bon, c'est des bonnes techniques utiles pour tout, quoi. Alors, on parle du regard, mais il y a aussi, tu interprètes quand même quelque part. Je veux dire, il y a le corps aussi qui peut-être bouge. Enfin, et ça rejoint un peu le métier aussi quand même d'acteur. Donc, c'est quoi la frontière, tu vois? Parce que je pense que tu n'es pas qu'une voix et un regard quand tu es sur scène ou quand tu comptes. C'est pareil, les compteurs à écoute passive, en général, vont être assis, par exemple, ils peuvent être assis à côté de la cheminée ou des trucs comme ça, Tu les ou ils vends sont... vachement bien. Moi, c'est pas mon truc, quoi, mais pourquoi pas, hein, il y a des gens qui aiment bien hein, le genre de... Et, bon. Et alors, ces gens-là vont être très... voilà, très passifs, ils vont pas bouger. Bon, moi, il se trouve que j'ai deux problèmes. Enfin, non, ce ne sont pas des problèmes d'ailleurs. Hein. J'ai deux qualités, je vais dire plutôt. C'est que je suis comédien au départ, donc je te raconterai comment je suis devenu conteur tout à l'heure et tu comprendras pourquoi moi je bouge, hein, je peux pas faire autrement. Et en plus, j'ai des origines italiennes. Oh là. Alors si je compte pas sans les mains, moi c'est comme si je pouvais. Mes mains c'est ma voix, c'est pareil. Donc je bouge. Moi je bouge. Alors si ça plaît tant mieux, si ça plaît pas, bah tant pis. Mais moi je bouge, et puis je vis mes histoires, je suis dedans. Et pour finir pour le regard, c'est-à-dire que je regarde à la racine des cheveux des gens, mais je suis jamais en regard fixe. Mon regard balaye le public. Alors je vais regarder une personne, je vais regarder une autre, mais je vais pas vraiment la regarder, quoi. Mais les personnes se sentent concernées puisque je les regarde quand même, Ouais, même t'es si je ne les avec vois eux. pas dans les yeux. Oui, tu crées un lien, tu es Ah vraiment oui. avec eux, quoi. Ok. Oui, puis je les questionne, hein, des fois. Oui. Tu le dis pas là, mais et d'ailleurs je l'ai vu sur plusieurs compteurs. Tu utilises des fois des instruments, notamment une guitare. Oui, oui, oui. J'utilise une guitare parce qu'au début, au départ, je suis quand même guitariste. Après, j'ai été comédien en étant guitariste. Puis après, j'étais conteur en étant comédien et guitariste. Alors, je mets des comptines, mais c'est surtout, on va dire, à 80% pour les enfants. Mais dans des veillées, il m'arrive aussi d'apporter ma guitare pour agrémenter, rythmer le récit d'une comptine que j'essaye de faire chanter au public. C'est pas, moi, je fais pas un récital, je suis pas chanteur. Voilà, je partage une comptine et je dis aux gens, si vous voulez chanter avec moi, la comptine, hein, c'est une comptine qui va revenir le long du récit, qui va rythmer. Ouais, ouais, bien sûr. Alors il y a d'autres conteurs, je les ai vus utiliser des objets ou des marionnettes ou voilà plein d'autres ustensiles. Est-ce que toi tu utilises d'autres choses? Ah non, alors là, alors je suis pas contre, hein, mais j'ai des copains qui sont, voilà, qui sont copains, copines, qui sont conteurs et qui utilisent comme ça des choses. Moi, je dis que c'est pas la même chose. Euh, non, j'ai pas trop envie. Moi, il faut que ça soit mon histoire. Mes comptines sont faites quelquefois pour rythmer le récit. Surtout pour les enfants, ils aiment bien, et c'est pour les faire chanter que j'utilise ça. C'est pas pour chanter moi, hein, je suis pas du tout chanteur, hein, mais j'utilise ça. Autrement, j'ai envie que ça soit mon histoire, ma voix, ma personnalité qui embarque les gens dans mon imaginaire, dans un imaginaire, on va dire, même si c'est le mien, je les embarque dans l'histoire. Et ensuite, je les dépose au quai, comme un train. Je dis, voilà, maintenant, vous pouvez repartir chez vous, vous prenez un bout du voyage, un souvenir si ça vous a plu, et puis voilà, salut, au revoir, et c'est tout. Mais les objets, non, 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 moi, je suis pas pour. Et je déconseille même aux conteurs, quand j'anime des stages et des ateliers, je leur déconseille même. Je leur dis, soyez vous. Vous êtes conteur, vous n'êtes pas comédien, vous n'êtes pas magicien, vous n'êtes pas... Voilà, vous êtes vous, c'est votre histoire, votre voix, enfin vos histoires, votre voix, et surtout votre imaginaire. Voilà, vous offrez votre imaginaire, voilà. Et il peut y avoir
Des petites chansons, moi je le fais pas, mais entre les histoires, pour rythmer. Un petit son, moi j'aime pas trop. Ça, je trouve que ça déconcentre, on part ailleurs. Non, non, on reste dans l'imaginaire. Je fais pas de Oui, pause d'ailleurs. et de ce Entre que les- je comprends du métier, c'est qu'effectivement, il y a quand même une relation forte avec l'homme qui compte. Donc c'est Ouais. important de rester concentré sur cette relation-là avec entre le conteur et le public, quoi. Pour moi, oui. Hein. Pour moi, oui. Bah, il y a d'autres conteurs qui te diront autre chose. Hein. Je ne détiens aucune vérité, hein, surtout. Hein. Voilà. Mais non, non, pour moi. Et puis, je me suis fait mes armes tout seul. Voilà, quoi. Donc, voilà. Ok. Bah tiens, parlons de tes armes. Alors justement, est-ce que tu peux nous raconter un petit peu ton parcours, même si on a un peu deviné avec ce que tu nous as dit précédemment, mais est-ce que tu peux nous raconter quel a été ton chemin euh, et surtout comment tu as fait ces passerelles et qu'est-ce qui t'a conduit finalement à devenir conteur et comment tu as découvert ce métier? Bon, il y en a à peu près pour 3 heures, ça va? Bah Bon, écoute, je vais me chercher un sandwich, ça te dérange pas? je, bon, je vais résumer. Alors, donc j'étais comédien. Hein. Bon, j'ai pas été que comédien, j'ai fait autre chose avant. Mais j'ai été comédien, surtout comédien de rue. Ça, c'est important. Clown, comédien dell'arte, bouffon. Hein. Donc, le physique compte énormément, hein, acrobatie, etc. Et puis, à Blois, où j'habite, il y a eu un festival de contes. Donc, comme j'étais dans le monde du spectacle, on m'a demandé si je voulais participer à l'organisation de ce festival. J'ai dit oui, bien sûr. Et puis, comme je connaissais pas de compteurs, un petit peu, mais comme ça, pas plus, j'ai dit, bah, si vous voulez, moi, je peux me charger des compteurs, aller les chercher à la gare, les emmener à l'hôtel, et les amener au lieu de scénique, etc., etc. Bon, d'accord. Et c'est comme ça que j'ai rencontré des compteurs. Donc, j'ai commencé à parler avec eux, ça m'a plu, et je me suis dit, tiens, pourquoi je ne deviendrais pas compteur? Voilà, c'est là où il y a eu le déclenchement de me dire, c'est génial de raconter des histoires. Mais il faut savoir que dans une vie antérieure, j'ai été éducateur spécialisé. Et je me suis rendu compte, sans le savoir, que pour dédramatiser des conflits, je racontais déjà des histoires aux enfants, sans être conteur. Bon, et ça m'est revenu à l'esprit. Ensuite, je me suis dit, bon, mais pour faire conteur, comment on fait? Je me suis renseigné auprès des conteurs, conteuses que je voyais. Tous ne me plaisaient pas, mais je me suis dit, bon, je ferai ma petite route. Et puis, il y a un conteur qui est venu à Blois pour faire un stage de conte, apprendre à compter. Ah, ben j'ai dit génial, c'est ce que j'ai fait pendant une semaine. Je ne vais pas citer le nom du conteur parce que s'il est toujours conteur, je l'aime bien, mais tu vas comprendre. Donc, pendant une semaine, j'ai appris le conteur. Alors lui, c'était le conteur à écoute passive. Pantalon en velours, petit gilet noir auprès de la cheminée, la pipe, le chapeau, pardon. Enfin voilà quoi. Bon. Et pendant une semaine. Il fallait donc inventer un conte. Alors non, il fallait travailler un conte. Donc j'ai pris un conte, je ne me rappelle plus. Enfin bon. Et puis au bout de la semaine, il fallait raconter notre histoire après avoir étudié toutes les techniques qu'il nous avait données. Et puis moi, bah, comédien de rue, j'ai commencé à bouger, à faire des gestes et tout. Et là, il m'a dit, ah non, 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 c'est pas comme ça, conteur. Tu seras jamais conteur, m'a-t-il dit. Alors j'ai dit, bah tant pis, je continuerai à être comédien, je m'en fous. Voilà, puis c'est tout. Et ça t'est arrêté là. Quelques semaines après, j'étais à Paris, et voilà qu'il y avait Mimi Barthélémy, une conteuse haïtienne, qui faisait un spectacle dans un théâtre au Boulmiche. Je suis allé, évidemment, la voir. Cette petite bonne femme, c'était une petite bonne femme, je dis c'était parce que malheureusement, elle est décédée. C'était une petite bonne femme avec des grandes robes chatoyantes haïtiennes. Elle rentrait avec un sourire jusqu'aux oreilles, pas de musique, rien du tout. Messieurs, dames, la société, c'est comme ça qu'elle s'adressait au public. Messieurs, dames, la société. Elle comptait et elle chantait a cappella des fois. Et j'ai dit, mais c'est ça que je veux faire, moi. Après le spectacle, je suis allé la voir dans sa loge, je me suis pas dégonflé. Elle m'a accueilli vraiment à bras ouverts, elle a été extraordinaire. Et je lui ai raconté mon histoire. Et là, elle s'est levée, elle m'a pris les avant-bras avec ses mains et elle m'a dit, tu t'en fous de tout ça, compte avec ton cœur. Ah, c'est trop beau. Et j'ai appris après qu'elle-même était comédienne, avait été comédienne avant d'être conteuse. Et donc, voilà, et je l'ai revue, on est devenus amis. Hein, après, par la suite, on s'est revus, on est devenus amis. Et j'ai eu ça dans ma tête, et c'est le seul stage de conte que j'ai fait avec l'autre. J'ai plus jamais fait. J'ai au début pris des contes dans les livres, parce que je ne savais pas. Et puis après, peu à peu, je me suis mis à créer mes propres histoires. Puis je suis parti sur le chemin du conte, comme ça, tout seul. Et puis j'ai fait mes armes face au public. Donc voilà comment je suis devenu conteur.
Et aujourd'hui, je suis malheureusement à la retraite des intermittents du spectacle parce que c'est l'âge, ils m'ont foutu dehors, des ascédiques. Mais je continue, je me suis mis auto-entrepreneur, puis je continue, quoi. Voilà, j'anime toujours, et puis je suis toujours. Donc, je suis toujours conteur et comédien. Ok. Ah bah, c'est une belle histoire, dis donc, je trouve. Et Voilà. puis, effectivement, on comprend mieux pourquoi voilà, la différence avec compteur passif, quoi. Ah, bah oui, oui, oui. Mais bon, il y a des conteurs passifs que j'aime bien écouter, mais c'est pas mon truc. Puis les histoires qu'ils racontent, on les trouve dans les livres. Pour moi, je vois pas trop l'intérêt, mais bon, pourquoi pas. Hein. Alors justement, quel type de texte tu comptes? Alors là, mon répertoire est très vaste maintenant. J'ai un répertoire donc de contes dits traditionnels où je vais raconter, bon, par exemple, là je suis à Blois, alors sur la Loire, donc j'ai tout un répertoire de contes de Loire dans la veine traditionnelle, avec le méchant, avec le personnage magique, le héros, l'héroïne, etc., etc. C'est un conte de veine, on va dire, traditionnelle. Voilà, ça s'appelle comme ça. Après, j'ai tout un répertoire. Alors là, je m'explose. C'est le fantastique. Ça, j'adore le fantastique, évidemment. Alors, je ne vais pas raconter Maupassant, Edgar Poe, Lovecraft et tout ça parce que c'est relativement connu, mais j'ai mes propres histoires. J'ai des contes médiévaux. J'aime le médiéval. Je suis un amoureux du médiéval. Donc, tout le cycle arthurien. J'emmène même des gens en Bretagne, dans la forêt Oui, de la forêt de Brocéliande. Brocéliande. Oui, j'ai vu ça, ouais. Voilà, donc là, je raconte les histoires sur place. Et puis, les mythologies, parce qu'il y a la mythologie grecque, où là, je suis un grand fan de la mythologie grecque, un peu moins romaine, plutôt grecque. Et puis la mythologie celtique. Alors là, j'adore aussi la mythologie celtique, les Gaulois, enfin bon, etc., qui rejoint d'ailleurs le cycle arthurien. Et puis après, j'ai des tas d'autres. Alors après, j'ai des contes spécifiques pour les maternelles, en maternelle, des contes spécifiques pour les élémentaires, des contes spécifiques pour les collèges, soit sixième, soit cinquième, c'est pas les mêmes, ou en quatrième où on aborde le fantastique, par exemple. Et alors, j'ai lu dans un de tes programmes que il y avait un conte sur la mythologie par l'astronomie. Voilà, alors ça, je vais raconter pourquoi les constellations s'appellent comme ça. Chaque constellation de notre ciel, le ciel boréal, le ciel du Nord, hein, voilà, chaque constellation a une histoire. Pourquoi la grande ours? Pourquoi la petite ours? Pourquoi Cassiopée? Pourquoi Hercule? Pourquoi Pégase, etc. Allez, je vais te résumer une histoire courte d'une constellation. Quand Thésée est allé tuer le Minotaure, il a réussi grâce à Ariane, la fille du roi Minos de Crète, où il y avait le Minotaure. C'est grâce à elle qu'il a pu partir, grâce au fil, le fil d'Ariane. Elle l'a fait sortir, à une condition qu'il l'épouse. Donc lui, il a promis, le salaud. Il savait très bien qu'il ne l'épouserait pas. Ils sont partis, ils ont atterri sur l'île de Naxos. Là, eh ben, ils en ont profité une bonne partie de la nuit, les coquins, et puis Ariane s'est endormie, et lui, ben, il s'est tiré. Avec son bateau, il l'a laissée toute seule sur l'île de Naxos. Quand elle s'est réveillée, elle a compris que, bon, il n'était pas très intéressant, le garçon, mais elle a pleuré, et ses pleurs sont allés jusqu'aux oreilles de Dionysos. Dionysos, c'est le seul dieu que j'aime bien. Je déteste Zeus, Apollon, tout ça, parce que c'est des beaux salauds quand même, hein, faut le dire. Ah, Dionysos, non, c'est pas parce que c'est seulement le dieu de la vigne, hein. Je l'aime bien pour ça aussi, mais c'est vraiment un dieu qui est sympa. Donc, Dionysos a entendu, il est venu avec son char sur l'île de Naxos, et au lieu de la sauter comme aurait fait Zeus, lui ne serait pas embarrassé de principe, eh bien non, il lui a fait la cour tout simplement, et petit à petit ils sont tombés amoureux l'un de l'autre. Ils se sont mariés sur l'Olympe, au milieu des dieux, et pour leur mariage, Héphaïstos, le dieu de la forge, a forgé une splendide couronne. Donc Ariane a mis la couronne sur sa tête avec un beau diadème, enfin, etc., etc. À la fin des noces, qui a duré toute une semaine, Dionysos a pris la couronne d'Ariane et l'a mise au ciel sous forme de constellation. C'est la couronne boréale, qu'on peut voir tout le ciel d'été, pas très loin de la constellation d'Hercule, pas très loin de la Grande Ourse, pas très loin dans ce secteur-là. Et il y a un demi-cercle avec une belle étoile au milieu, plus brillante que les autres. C'est le diamant qu'il y avait sur la couronne. Et on la voit, la couronne, tous les ciels d'été. Et ça, c'est une preuve que mon histoire est vraie, comme quoi je suis pas là pour raconter des histoires. Hein. C'est vrai. C'est génial. Et alors, ces soirées-là, a priori, Voilà. tu les fais dehors, genre vous Ouais, regardez en ouais, même ouais. temps le Oui, ciel. c'est ça. C'est Ouais. ça, hein? Et c'est comme ça Ah, qu'un jour, je me suis ça, retrouvé en plein hiver
dans les Pyrénées, à 2000 mètres d'altitude, et dans un petit village. Le maire avait éteint les lumières. On était allé dans une grange avant pour boire des trucs chauds. On est sorti. Alors j'ai raconté des histoires à l'intérieur. On est sorti et on a découvert les constellations. Comme j'ai fait aussi de l'astronomie dans ma vie, j'ai pu montrer aux gens comment on pouvait repérer les constellations dans le ciel. Et jusqu'à 2-3 heures du matin, je ne me rappelle plus, on a découvert les constellations, puis on est vite rentré pour boire du vin chaud. Ah, ça, Ah ça oui, doit être oui, oui. magique. Ah Ça oui, doit oui, vraiment les être gens magique. sont... Ouais, je les embarque sans problème. Et je m'embarque moi-même, hein, parce que moi, je m'émerveille tout seul. Moi, j'ai besoin de personne. C'est bien, tu peux vivre en autarcie, c'est Ah, bien, c'est complètement. pratique, hein. Ça peut être utile. Alors j'ai vu qu'il y avait aussi un autre programme qui est l'origine des expressions de la vie courante. Ça, je trouve ça aussi Ah très oui, beau, parce ça. que toutes les expressions, enfin, pas que je raconte, non, je raconte des bêtises, pas toutes, mais beaucoup d'expressions d'aujourd'hui viennent encore une fois de la mythologie. Toucher le pactole, ça vient du roi Midas, voilà, qui s'est vanté auprès de Dionysos justement. Donc voilà, qu'est-ce que je vais te dire là, tout d'un coup, j'en ai plus là qui me viennent, mais il y a plein d'expressions comme ça qui viennent de la mythologie grecque, et donc je raconte ça surtout aux enfants, aux collégiens, parce que ils savent pas qu'il y a des expressions. Être médusé, ça vient de Méduse, la gorgone dont Persée a coupé la tête. Être médusé. Le fil d'Ariane dont on a parlé tout à l'heure. Donc le fil d'Ariane, c'est Ariane qui a donné le fil à Thésée, oui, pour qu'il puisse sortir du labyrinthe. Le dédale, se trouver dans un Ouais, dédale, ouais. se perdre dans un dédale. Dédale, c'est le nom de l'architecte du roi Minos, qui a fait le labyrinthe, qui a construit le labyrinthe pour mettre le Minotaure au milieu, pour l'emprisonner, parce qu'il mangeait de la chair humaine. Donc se Oui. perdre dans un dédale, par exemple. Et je trouve ça très beau parce qu'effectivement, d'un mot, en fait, tu construis toute l'histoire qui est derrière parce qu'il y a oui, tout un passé derrière, Ouais. derrière un mot, quoi. Alors justement, tu dis que tu racontes, en fait, finalement, à un public assez large, à la fois des enfants très petits, des ados, des adultes. Est-ce qu'ils sont tous réceptifs? Est-ce qu'ils sont tous réceptifs de la même manière? Moi, je me dis que les enfants comme ça, vu de nez, ça s'émerveille vachement plus et ça part plus facilement dans l'imaginaire que des ados ou des adultes. Est-ce que je me trompe ou Oui et pas? non, oui, tu as raison quand tu dis ça. Les enfants, il n'y a aucun problème pour les embarquer, bon, sauf les enfants. Alors, malheureusement, ça je vais le dire parce que j'ai envie de le dire, j'en ai parlé encore avec une prof hier, justement au collège, c'est que les écrans aujourd'hui a tendance à tuer l'imaginaire, enfin l'endormir tout au moins. Et ça, c'est malheureux. Les enfants ont plus de mal. Avant, aux petites sections de maternelle, donc 4 ans, 3-4 ans, je racontais 40 minutes. Là, aujourd'hui, au bout d'une demi-heure, c'est fini, même avant. Il commence à bouger, voilà quoi. Et ça va pareil pour les autres classes, quoi. Après, c'est le choix des histoires. Pour les ados, effectivement, je ne vais pas raconter les mêmes histoires. C'est pour ça que dans les veillées tout public, je dis bien, attention, je vais raconter toujours pour les oreilles les plus petites. Parce que les grandes pourront s'adapter, que les petites ne pourront pas s'adapter aux oreilles des plus grandes. Et ça, c'est un gros problème pour les conteurs. Donc, alors c'est pour ça que je préfère faire des soirées contes adultes qui sont pas. Alors, dans mon répertoire, j'ai des contes coquins aussi. Ah oui, oui, J'ai oui. vu Ça ça, oui, aussi, ça effectivement. marche bien. Médiévaux, des contes coquins médiévaux qu'on racontait au Moyen Âge. Oh, ça, c'est génial. Hein. Qu'est-ce qu'on se marre avec ça. Mais c'est pas vulgaire, mais on appelle un chat. Hein, pour le vocabulaire, il y est. Hein. Bon, voilà. Donc, voilà. Alors, pour les oreilles, il suffit d'adapter des histoires. Pour les adultes, alors ça, là, moi, j'ai un grand challenge à chaque fois. Quelquefois, je vais dans des villages, et dans des villages, la municipalité qui organise est obligée de venir. Et dans la municipalité, il y a des fois des gens qui n'ont pas envie d'écouter des histoires, mais ils sont obligés de venir, ou ils sont traînés par leur femme, ou leur femme par leur mari, etc. Et je le vois tout de suite. Je vois ceux ou celles qui se mettent un peu à l'écart parce que ils ont l'impression qu'ils vont s'emmerder, tout ça. Et mon grand challenge, c'est qu'au bout d'une demi-heure, Mm. j'arrive à capter leur regard. Ils tournent la tête vers moi et ça y est, je les vois. Ils sont dans l'histoire. Alors surtout, je les regarde pas pour pas les gêner, mais je me dis, là, Michel, t'as gagné. C'est génial. Voilà. Donc après, c'est dans, je vais dire un gros mot, l'art du conteur. J'aime pas trop ça, mais c'est au conteur de dire, il faut que je les chope, que je les embarque dans mes histoires, dans mon imaginaire, et que je choisisse. C'est pour ça que des fois, je change mes histoires au dernier moment. Je me dis, ce que j'ai pas vu, là, ça va pas marcher, là, ils vont pas rentrer, là. Mais, si je leur raconte ça, ça va y aller, quoi. Donc, en fonction des gens, faut s'adapter, toujours s'adapter. Que le conteur à écoute passive s'adapte pas, lui.
Alors, je sais aussi que tu racontes dans différents endroits. Quand je dis ça, c'est que t'es pas forcément sur scène, ou tu n'es jamais sur scène Si, d'ailleurs, ça peut-être. m'arrive d'être sur scène, mais j'aime pas trop parce que sur scène, la scène est vide. Alors je demande si c'est possible d'avoir un truc en noir derrière qui m'entoure un peu, quoi, rétrécir l'espace, hein, parce qu'il faut le remplir l'espace. Quand on est comédien, bon, on bouge, mais là, tout seul. Et puis on est assez loin du public. Alors en ce moment, bah, on est obligé d'être loin du public, hein, évidemment. Mais autrement, moi je préfère être plus proche. Donc au même niveau, moi je suis debout, les gens sont assis. En général, ils me voient derrière. Il n'y a pas de souci. Mais c'est pas le lieu que je préfère, le théâtre, pour raconter les scènes. Ce que je préfère, c'est une salle, et puis voilà, quoi. Puis je m'adapte au lieu toujours. Mais mon grand plaisir, c'est dehors. Alors là, ça, je m'éclate. Alors, c'est ce que j'allais dire. Parce que ce que tu comptes, par exemple, sur des, alors je vais pas dire le bon nom, mais des Oui, barges, enfin des bateaux qui voguent oui, oui, sur oui, la Loire. ils s'appellent des futraux, mais peu importe, hein. Les embarcations, ce sont des futraux. Mais bon, donc, oui, oui, je vais sur les bateaux et là, je raconte des histoires, bon, en général de Loire quand même, et puis on accoste sur une île de la Loire. Là, on descend, puis je raconte une ou deux histoires autres, et puis on revient, on parle de la Loire, de la réalité, et puis de l'imaginaire ligérien, etc. J'ai aussi tout un répertoire de contes sur la nature, oiseaux et plantes. Ce sont surtout des contes étiologiques. Pourquoi le martin pêcheur s'appelle martin pêcheur? Pourquoi il s'appelle pas autrement? Pourquoi voilà, le héron s'appelle comme ça? Pourquoi la marguerite s'appelle marguerite et pas autre chose? Donc ça, souvent, hein, ce sont des contes étiologiques, c'est-à-dire qui racontent le pourquoi du comment. Et là, je vais soit dans les histoires de Loire, soit dans des histoires de nature. Et j'aime bien me faire accompagner d'un animateur, d'une animatrice de la nature, quoi, qui, eux, vont raconter l'aspect scientifique, soit de l'oiseau ornithologique, mais ça je peux le faire parce que j'ai fait de l'ornithologie aussi, soit des plantes, ça je connais moins, ils racontent un peu l'histoire de la plante, de la fleur, de l'arbre, et moi je raconte après l'histoire qui en découle, quoi, de la nature. Ok, ok. Alors j'ai vu que tu racontais aussi que oui, tu racontais des histoires auprès du personnel d'hôpitaux psychiatriques, et je me disais en fait quel rôle ou qu'est-ce que ça apporte en fait, j'imagine, à des salariés. Quel est Alors, l'objectif c'est derrière? pas vraiment à des gens comment qui travaillent dans les hôpitaux. Alors là, je me suis mal exprimé. J'ai travaillé dans les hôpitaux psychiatriques avec du personnel des hôpitaux psychiatriques pour les patients, hein, pour les patients. Oui, oui. Ah, d'accord. Je pensais que c'était pour le personnel de l'hôpital psychiatrique, et je me disais peut-être que ça a un Alors, objectif, qu'ils se sentent mieux, que ça apaise des alors angoisses ou oui, des choses ça comme je ça, l'ai quoi. fait, mais plutôt sous une forme de stage. C'est-à-dire, on fait des stages comptes, et eux, ça leur permet de l'utiliser, ça, auprès de leurs patients. Et j'ai travaillé notamment à l'hôpital de Châteauroux avec un psychiatre, et on a travaillé auprès des enfants autistes. Et ça, c'était super intéressant parce que bah, ils réagissaient, bien sûr, hein, et ça les aurait aidés. Moi, après, j'ai pas continué pour savoir, mais oui, oui, c'est super intéressant. Moi, c'était une grande expérience. Ouais. Mais ouais, j'imagine. Et en fait, l'idée, c'était quoi? C'était de pouvoir justement leur permettre d'accéder à une sphère C'est à la ça. sphère de l'imaginaire. Enfin, Exactement, parce c'était. que, Ouais. alors, là, on va pas partir dans le domaine de la psychiatrie, parce que je m'y connais pas assez, et puis bon, mon truc d'éducateur spé, c'est loin, mais c'est vrai que, paradoxalement, dans les maladies psychiatriques, les malades ont très très peu d'imaginaire, ils sont concentrés sur leur souffrance. Alors que ça soit la Mm. schizophrénie, que ça soit l'autisme, justement, enfin bon, voilà, après il y en a d'autres. Et c'est d'arriver à ouvrir encore une fois des portes. Moi, j'ai toujours ça comme leitmotiv dans mon travail, ouvrir des portes. Bon, que ce soit des gens dits sains, donc ouvrir des portes, ou des gens dits malades, pareil, ouvrir des portes sur autre chose qui leur permet de comprendre leurs propres problématiques. Que ce soit des gens sains aussi, on a tous nos angoisses, nos problématiques, et l'imaginaire permet de se recentrer, quoi. Ok, ok.
Et j'ai vu que tu étais partie aussi à l'étranger, en Bolivie, en Égypte, au Bénin. Là, pareil, est-ce que ça t'a apporté quelque chose de différent? Et toi, pourquoi tu Alors y j'y allais en suis allé fait? invité souvent par des lycées français. Ou non, je me rappelle plus, il y a une qui fait des langues françaises à l'étranger, je me rappelle plus de l'association qui fait ça. Enfin bon, bref. Et donc c'était souvent invité par ces associations où moi je racontais évidemment en français. Hein, je connais pas l'égyptien, je connais pas. Et là, c'était une des grandes aventures pour moi parce que donc je leur racontais évidemment pas des histoires de leur pays, des histoires de France, d'Europe, de voilà. Hein, et puis après, on pouvait échanger avec leur imaginaire parce que ça, quand je faisais un spectacle, à la fin du spectacle, bah, forcément, les gens venaient me voir et me parlaient de leur conte à eux, de leur légende. C'était génial. Et donc, il y avait un échange. Donc, c'était vraiment des grandes Ah, aventures. Hein. Voilà, que ce soit en langue française au Bénin ou ailleurs, en Bolivie, en Égypte, je suis allé en Tunisie, enfin voilà. Quoi. oui, et puis moi je trouve que en plus tu t'aperçois que le ressort de l'imaginaire il peut être complètement différent d'un pays à Alors l'autre, oui non? et non, hein, finalement l'humain est fait pareil. Hein. Donc, alors effectivement, la tradition est différente. Il y a des contes traditionnels qui sont Ouais. effectivement différents. Hein. La tradition arabe, par exemple, en Égypte, je l'ai rencontré, en Tunisie, je l'ai rencontré aussi. C'est-à-dire que là, ils ont effectivement leur propre imaginaire, leur propre personnage, leur propre histoire. Donc l'imaginaire est différent. Mais la structure de l'imaginaire, c'est la même. C'est la même chose. Hein. Hmm. On en revient toujours au même. Il y a toujours le méchant qui vient embêter les gentils. Quoi. C'est toujours pareil. C'est d'une simplicité déconcertante. Ouais, justement, tu sais, je t'avais demandé de réfléchir à une anecdote drôle, émouvante, insolite sur ton métier. Alors, une anecdote, oui, c'est émouvant. Hein. Pour moi, évidemment, c'est très émouvant. C'est au Bénin. Quand je suis allé raconter au Bénin, je suis allé raconter dans une école, mais alors au fin fond de la brousse. Hein. Vraiment. Je n'étais jamais allé dans la brousse. Donc, on est allé avec un 4x4 pour te mettre le décor, sur des chemins, boum, 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 boum. Et on est arrivé dans une école où il y avait rien. Il y avait, mais rien. Alors on m'avait prévenu. Donc moi je suis venu, j'avais collecté avant de partir un lot énorme de crayons, de papier, de gomme, de tout ce qui est scolaire, quoi, et qu'ils n'ont pas. Les gamins sont, tu sais, les petites tables qu'on avait avant à l'école, avec le banc et la table devant, Ouais, c'est je pour vois très deux. bien. Eux, ils sont quatre sur ces tables-là. Ils ont leur gamelle pour manger le midi par terre, dans la poussière, à leurs pieds. C'est d'un hangar, il fait toujours, enfin il fait pas froid, donc il n'y a pas de problème. C'est un hangar, donc à tout vent. Et puis voilà, et ils n'ont pas de moyens. C'est le dénuement le plus total. Je suis arrivé là, j'étais scotché, j'avais mal pour ces gamins, mais eux non, eux c'est leur quotidien. Donc j'avais préparé des histoires, je les ai changées, je me suis dit, faut pas que je raconte ça, faut que je raconte des histoires qui les touchent et qui les fassent rêver. J'ai commencé à raconter, j'étais parti pour une demi-heure, on m'avait dit une demi-heure parce qu'après, ben, ils décrochent et tout. J'ai raconté 1 heure et demie. Et les gamins m'en Oh. redemandaient, ils étaient là et à la fin on a pleuré, tous. Tu vois, j'ai encore un truc émotionnel là dans la gorge quand je te dis ça. Les gamins ont pleuré de contentement, de joie. Les instits, pareil. Moi, pareil, évidemment. On s'est pris dans les bras, on s'est... Pouf. Et ça a été le moment le plus émouvant de toute ma carrière de conteur. J'ai connu des moments émouvants, hein, mais là, ça a été plus fort. Quand je suis parti, j'ai pas pu leur dire adieu. Eux, ils m'ont dit adieu. Ils savaient que je reviendrais pas. Moi, j'ai pas pu leur dire adieu. Hmm. Je leur ai dit au revoir. Non pas parce que j'allais revenir, mais ils ont très bien compris que mon au revoir, c'est qu'ils seraient toujours avec moi. Jusqu'à la fin de ma vie, ils seront toujours avec moi, ces gamins-là. Quoi. Toujours. J'aurai toujours ces images-là. Et on est reparti dans la brousse avec le gars qui m'avait emmené, le béninois, là. On n'a pas échangé une seule parole, rien. Je pouvais pas parler. Donc, je crois que c'est le moment le plus émouvant Ouais. de ma carrière. Oui. Bon, en tout cas, tu le transmets parce que là, j'ai Ah des oui. frissons partout. Et
Et je me dis que ça doit être le Graal, parce qu'en fait, l'objectif du métier de conteur, c'est ouvrir des portes et Ouais. rentrer en relation. Et quelle meilleure expérience que ça que tu Oui, viens de ouais, ouais, décrire, oui. quoi. Et j'en ai des anecdotes, j'en ai beaucoup, hein, des trucs. Mais ça, c'est le plus émouvant, ça, c'est sûr. Ok. Alors désolée, je vais revenir à du très très concret, mais alors tu disais tout à l'heure que bah, c'est plus sur le statut et comment on vit en fait de ce métier. Donc tu disais tout à l'heure que tu étais auparavant intermittent du spectacle. Donc c'est ça en fait, quand tu es conteur, tu es intermittent du spectacle. Tu n'es pas Ah non, auteur, non, non, je suis pas par auteur. exemple. D'ailleurs, pour Ouais. simplement revenir un peu à la littérature, dans la structure littéraire, moi, alors j'écris, hein, j'écris des histoires. Ce qui me gêne, c'est l'emprisonnement. Une fois que c'est écrit, c'est fini. D'abord, ça ne t'appartient plus et c'est terminé. C'est écrit, ça appartient à ceux qui vont lire. Tant mieux, tant mieux, tant mieux. Mais moi, quand je lis mes textes, j'ai envie de les retoucher, toujours. Tous les auteurs le disent d'ailleurs, ça. Bon. Dans le conte, non, c'est la liberté totale. Le conte appartient à tout le monde. Alors, s'il y en a un jour qui me le choure, qui me le pique, qui l'écrit et qui l'édite, tant mieux pour lui, je m'en fous. Dès l'instant, il ne m'empêche pas de raconter mon histoire. Tu vois ce que je veux dire. Donc, je ne suis pas auteur, hein, Ouais. je suis vraiment intermittent du spectacle comme comédien. C'est le même statut, évidemment, sauf que, encore une fois, au lieu de jouer un personnage, d'interpréter un personnage, c'est moi qui raconte une histoire. Je suis Michel devant le public. Voilà. Donc mon Ok, statut ok. est intermittent du spectacle. Il fallait que je fasse 52 cachets, je me souviens plus là. J'ai un trou. Je crois que c'est 52 cachets dans l'année pour avoir mes indemnités, les acédiques quand je joue pas, quand je compte pas. Quoi, voilà. Et comment tu te fais Alors connaître, là, je suis en aussi très fait? très mal placé. Je suis nul. J'ai des copains, des copines, ils savent se vendre, comme on dit. J'ai horreur de cette expression, mais ils savent se vendre, quoi. Ils savent le faire. Ils vont frapper aux portes. J'ai une copine notamment. Alors elle, c'est incroyable comment elle fait. Mais moi je peux pas. Je sais pas faire. Ça m'agace. Je sais pas. Alors c'est le bouche à oreille. C'est euh, et puis je suis un garçon très très indépendant. Donc ben voilà, je suis indépendant. Encore une fois, comme je te disais tout à l'heure, j'ai plagié Brassens avec ses chansons. Moi, c'est avec mes histoires. Si les gens en veulent, je les sors d'art. S'ils n'en veulent pas, je les remets dans ma guitare. Puis je me raconte mes histoires à moi-même. Je ne suis pas riche. J'ai de quoi mettre un peu de beurre dans mes épinards. Bon, mes épinards dans du beurre, ça dépend des jours, mais voilà. Mais ça va, quoi. Je m'en suis toujours sorti. Bon, je, je vais me vanter un peu. Je suppose que c'est parce que ça plaît. Si les gens me demandent. J'ai un copain qui m'a fait un nouveau site, mais je suis même pas allé dessus. Ça m'énerve d'aller sur ce site, de changer, de mettre des trucs. Je suis pas là-dedans non plus, tu vois. Je suis pas. Alors on me dit, mais t'as un site, tu pourrais te vendre. Va sur Facebook. Non, j'ai pas de Facebook, j'ai pas de réseau, j'ai rien du tout parce que je sais pas, parce que je m'en fous, j'ai pas envie. Alors bon, alors par contre, si toi tu as envie d'être agent, tu es la bienvenue, hein, tu peux me vendre, hein, si tu veux. On va négocier les clauses Oui, du oui, contrat mais je après, suis si tu veux d'accord. bien, Michel. Pour le contrat, je suis d'accord, tu vois, c'est pas compliqué. Alors, tu te décris comme conteur, écrivain, troubadour, Alors, écrivain, tu saltimbanque. le mets en dernier, J'ai surtout, hein, parce que Ok, alors conteur, troubadour, saltimbanque et écrivain. Mais surtout, la question que je me posais, c'est pour toi, quand tu mets tous ces mots-là, vu que tu les choisis et que c'est ton métier, tu les mets pas par hasard, alors c'est quoi le point la, commun dans la, tout ça? la liberté, le saltimbanque, c'est celui qui est libre. Alors bon, je suis médiéviste, hein, j'adore le Moyen Âge et j'aurais aimé, alors j'aurais pas aimé vivre au Moyen Âge parce que ça ne va pas être génial, mais j'aurais aimé être troubadour ou trouvère, c'est-à-dire saltimbanque, celui qui va de château en château, qui raconte ses histoires, qui fait un peu de jonglerie, qui fait un peu de tour de passe-passe, et puis qui divertit et, et puis qui s'en va ailleurs, quoi. C'est pour ça que j'ai repris l'image de la besace à histoire, parce que c'est comme ça. Bon, maintenant, je circule plus, j'en ai un peu marre aussi de la route, mais avant, je circulais partout en France. C'était pareil, j'avais l'impression d'emmener ma besace à histoire, d'arriver quelque part, de raconter mes histoires, puis de repartir ailleurs. Ça, j'adore ce. Alors, c'est pour moi, c'est ça, un saltimbanque. Alors, je dis troubadour, c'est un petit clin d'œil au Moyen Âge.
Donc voilà, puis conteur parce que je raconte des histoires. Et pour revenir au métier de conteur, en fait, qu'est-ce qui te plaît le plus dans ce métier ou dit autrement, pourquoi tu le fais ce métier? Qu'est-ce que tu as l'impression Alors d'apporter? j'espère apporter du rêve, j'espère ouvrir encore une fois, toujours la même image, ouvrir des portes dans l'imaginaire, dans l'esprit des gens, ouvrir des portes sur le rêve, sur l'imaginaire, mais c'est un imaginaire qui va se concrétiser quand même. Hein. Il y a du concret dans l'imaginaire. C'est-à-dire euh, prendre les choses avec un petit peu de distance. Voilà, c'est ça, pas les choses terre à terre. C'est ça qui me plaît. Et puis surtout, les rencontres. Je rencontre toujours des gens nouveaux, je fais connaissance, et je sais qu'il n'y aura pas très peu de suite dans nos relations. Je peux pas, voilà, j'ai mon cercle d'amis comme tout le monde, évidemment. Je suis pas, voilà, je vis pas dans mon antre avec un loup, mais voilà, je rencontre des gens, on passe un très bon moment ensemble. Les gens me disent j'espère que vous reviendrez, et je leur dis mais avec plaisir. Vous me demandez et je reviens. Quelquefois ça se fait, quelquefois ça se fait pas. Et j'étais à Orange, à la ville d'Orange, là il y a 2 ans, 1 an, 2 ans de ça, je sais pas, pour la nuit des musées. Et j'avais raconté, comme dans le musée, il y a des trucs mythologiques, j'avais raconté la mythologie. Et il y a un monsieur qui était prof de français et d'histoire, qui connaissait parfaitement la mythologie, qui était à la retraite, un vieux monsieur, qui est venu me voir, qui m'a dit merci de m'avoir fait rêver, moi qui connaissais tout ça. Et je trouvais, quel cadeau pour moi, quel cadeau. Voilà. Ah, Et génial, ce mais tu monsieur, je m'étonnes. le Ouais, reverrai ouais. peut-être plus jamais, quoi. Voilà, mais ça fait rien. C'est ça qui me plaît dans le métier de conteur. Voilà. Alors j'ai lu une phrase à mon avis qui va vachement te plaire. C'est pareil une définition des personnes d'une conteuse. Je crois que c'est toujours la même conteuse canadienne, mais je suis pas sûre. Le conte est une ouverture sur le monde et sur nous-mêmes. Oui, Je oui, trouvais oui, que c'était oui. Alors super même beau. mais faut que tu me dises le nom de cette conteuse, faut que je la rencontre. Oui, oui, mais oui, oui, je suis tout à fait d'accord. Oui, oui, c'est ça, c'est ça. Ah oui, une ouverture. Ah bah Ça complètement, résume bien, hein. complètement, c'est ça. Oui, oui, oui. Ouais, ouais. Et toi, comment tu gardes, avec les années passant, je veux dire, comment tu gardes cette petite flamme du fantastique, de la rêverie, l'imaginaire, alors que la vie avance et que parfois, bah, on vit des difficultés qui nous ramènent parfois dans le très concret et, et voilà, et parfois même du désabusé en nous. Comment toi, Oh, t'arrives ben, à j'ai mes préserver moments de ça? blues comme tout le monde. Hein. Mais justement, j'ai les contes, j'ai le rêve, j'ai la nature. Hein, je te l'ai dit, je suis randonneur, j'aime beaucoup marcher, donc ça Ouais. me recentre beaucoup. Et puis c'est ça, c'est le fait de, je me suis jamais dans ma vie, je crois pas, m'être pris un jour au sérieux. Donc pour moi, encore une fois, c'est une tranche d'espace, la vie. 80 ans de moyenne, mais heureusement, il y en a qui vivent jusqu'à 100 ans. Enfin, heureusement, je sais pas, mais jusqu'à 100 ans, tant mieux, ou d'autres moins, peu importe. Mais on a toujours cette tranche de vie, et puis voilà, on la passe, comme les animaux. Quand je regarde les animaux, je me dis, mais ils ont du bol, ils se posent pas toutes ces questions. Ils naissent, ils vivent, ils mangent, ils se reproduisent parce que c'est nécessaire, ils se cachent l'hiver, et puis ils sortent l'été, je sais pas, enfin, etc. Ils se posent pas toutes ces questions, puis quand c'est fini, point barre. Et moi, Ouais. je vis comme ça. Je ne suis que de passage. Alors peut-être que je laisserai une trace pour Manon, notamment. Peut-être que un jour, elle regardera dans mes écrits, dans tout ça, elle dira ah bah il faisait ça, dis donc. Bon. Et puis, mais c'est tout. Mais je le fais pas pour ça. Je passe, je vis au jour le jour. J'ai des projets, j'ai des regrets, comme tout le monde. Euh, Puis voilà, c'est tout. Et j'ai mes histoires. Quand ça va vraiment pas, Ouais, je ouais. crée une histoire, ça va mieux. Ouais, ça t'aide Ah aussi oui, à aller mieux, quoi. Selon toi, quelles sont les qualités pour être un bon conteur? Et je pense là, notamment à toutes les personnes qui pourraient avoir envie de devenir conteur. Quels conseils tu pourrais leur donner? Et selon toi, quelles seraient les qualités le qui seraient premier nécessaires? conseil, c'est de leur dire, croyez en vous, car forcément, vous avez un imaginaire, enfin, vous en avez plusieurs imaginaires, mais recherchez déjà votre principal imaginaire. Moi, personnellement, ça a été la forêt. Mon premier imaginaire, mes premières histoires se sont passées en forêt. Puis mon deuxième imaginaire, c'était la montagne, parce que j'aime beaucoup la montagne.
puis l'eau douce. La mer, je suis pas mer, moi. J'aime pas trop la mer. J'aime la Bretagne parce qu'il y a des rochers, mais autrement, j'aime pas trop la mer. Cherchez votre imaginaire, puis vos imaginaires, et allez dedans. Allez dedans. Mais, et c'est ça, pour devenir conteur, faut croire à ces imaginaires. Et aller dans ces imaginaires, lire beaucoup de contes, il faut en lire beaucoup. Pourquoi pas commencer à raconter des histoires écrites, des histoires connues dans les livres, enfin connues ou pas connues, mais qu'on trouve dans les livres, ou qu'on a entendu d'un autre conteur, voilà. Et peu à peu, essayer de construire, d'inventer. Au début, c'est des anecdotes, puis ça devient des histoires, et n'ayez pas peur de les raconter. Il y a toujours des oreilles autour de vous pour écouter des histoires, toujours. Donc, n'ayez pas peur. Après, il y aura la technique de la voix qui va vous aider, la technique de la mémorisation. Attention, ne jamais apprendre une histoire par cœur. Jamais. Ne vous enfermez pas comme un texte de théâtre. Ne vous enfermez pas dans une structure rigide. Donc, apprenez, par exemple, si je te demande de me raconter là tout de suite, qu'est-ce que tu as fait hier soir? Tu ne l'as pas prévu, tu n'as pas répété. Si c'est audible, tu vas me le dire. Tu vas me dire, tu vas raconter. Tu vas raconter. Eh ben, tu me racontes une histoire, tout simplement. D'accord? C'est une histoire de toi, mais tu me racontes une histoire. C'est ça. C'est ni plus ni moins que ça, raconter une histoire. C'est tout. Si on y croit à son histoire, si on est bien dans son imaginaire, si on est bien dans son histoire, donc, on va forcément intéresser les autres. Des autres. Pas tout le monde. Bon, on peut pas faire l'unanimité. Mais on va en intéresser. Forcément. Faut y croire. Voilà. C'est vraiment le départ. C'est vraiment. Bon, après, rien n'empêche, pas avec moi, hein, je fais pas de la pub, là, hein, tu vois, je sais pas me vendre, hein. Mais aller faire un stage, un week-end, il y a des tas d'associations maintenant de conteurs, aller rejoindre une association, ne pas tout écouter, parce qu'il y en a qui détiennent la vérité. Non. Chacun va raconter avec sa propre personnalité, encore une fois, son imaginaire. Bon, alors avant de te quitter, tu sais qu'il y a aussi une dernière chose, c'est qu'il faut que tu me lances le défi de partir à la découverte d'un autre métier. Alors, est-ce que tu as pu y réfléchir? Les idées que j'ai eues, ça va être terrible pour toi. Mais c'est là où tu t'aperçois du caractère sadique de mes invités qui pensent à des trucs les plus farfelus possibles. Non, c'est pas pour être farfelu, c'est vraiment ce que tu m'avais dit, quelque chose que tu aurais aimé faire ou que tu aimerais faire, hein, c'est ça. Ouais, bah oui. Mais c'est... Ah oui. Bon, j'y vais. Eh bien... T'assumes pas, c'est ça? Non, mais je me dis, je sais pas comment tu peux faire. Enfin bon, voilà, je te le dis. Mon défi, c'est de trouver un médiéviste. Quelqu'un qui va faire des recherches sur, alors, médiéviste ou chercheur en, comment ça s'appelle, en mythologie, pas le nom m'échappe, les civilisations grecques du 8e, 7e, 8e siècle avant Jésus-Christ, où sont nées les histoires mythologiques. Oui, je t'ai vu. Ah, génial. Non, mais attends, tu m'as dit médiéval, et j'ai tout de suite pensé à quelqu'un. Il y a une personne, mais tu veux que ce soit un historien? Alors, souvent, ils sont historiens, parce qu'il faut bien qu'ils gagnent leur vie, donc ils donnent des cours. Mais plutôt un chercheur de l'époque médiévale, un médiéviste. Alors, moi, l'époque que je préfère, personnellement, parce qu'il y a 3 époques, le médiéval, le haut Moyen-Âge, le Moyen-Âge moyen, et puis le bas Moyen-Âge, quoi, le Moyen-Âge presque. Et donc là, tu vas encore plus préciser le truc en me disant, alors je voudrais un médiéviste spécialiste de telle année à telle année, c'est ça? Ouais, 9e, 13e siècle. Tu es le pire de mes invités, de tous mes invités. Non, c'est pas vrai, c'est pas vrai. Non, je te charrie. Génial. Alors, par contre, j'ai pensé à quelqu'un parce qu'en fait, je connais quelqu'un qui tient un podcast spécifique sur l'époque médiévale. Mais c'est pas une historienne. C'est pour ça que je te demandais ce qui était important pour toi. C'est pas une chercheuse, mais par contre, non, mais si cette époque te plaît, en revanche, déjà, ce que je peux te dire, et ça ne m'empêchera pas de relever ton défi. Hein. C'est pas bon. Écoute le podcast et puis moi, ton défi, à la poubelle. Je vais faire les deux. Hein. Je vais bien respecter ton défi, mais par contre, je vais te rechercher le nom de ce podcast qui est que sur l'époque médiévale. Voilà. Ah, génial.
Donc je vais te donner le nom après qu'on ait terminé l'enregistrement. Bon super, et ça me va très bien. Donc charge à moi de trouver la bonne personne qui saura répondre à toutes mes questions. Super, j'adore. Merci beaucoup Michel, merci d'avoir pris tout ce temps. Écoute, avec plaisir, vraiment avec plaisir. Et puis à très bientôt du coup. Avec plaisir. Et puis bonne continuation, bon courage. À plus tard Michel. Au revoir. Au revoir. J'espère sincèrement que vous aurez autant voyagé que moi pendant cet épisode. Si vous voulez en savoir plus sur Michel, voici l'adresse de son fameux site internet. michel-maraon-conteur.fr. Si vous voulez vous assurer de ne manquer aucun épisode, n'hésitez pas à vous abonner. Et bien sûr, si vous souhaitez nous soutenir, n'oubliez pas le petit bonus 5 étoiles qui nous fait toujours plaisir. Pour me lancer le défi de dénicher un métier qui vous inspire, c'est simple, il suffit de me laisser un commentaire sur votre plateforme de podcast préférée ou sur Instagram. Je vous dis à la semaine prochaine.